Nous autres qui avons eu un récit, et le récit continue, nous avons en réalité essayé de chérir. Nous avons considéré les acteurs de bonne foi et nous avons essayé de chérir l'héritage ou bien les efforts, fruit des efforts de nos aînés. Mais après plusieurs faits de gouvernance, passés à l'observation, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Oui, le PPB, avec quand même une approche d'administration territoriale chevillée au parti unique, que le PPB était, avec donc quand même, malgré toutes ces aspérités liées à l'état de droit, et une proximité de gouvernance, c'est-à-dire que le parti pouvait répondre aux décisions prises dans les hameaux, dans les coins les plus reculés, dans la foulée des décisions. Alors on s'est demandé, mais comment est-ce que, avec le virage en 90, la transition, la première mandature de Soglo, la première aussi de Kérékou, revenue jusqu'à ce qu'on aille à la décentralisation en fin 2002, début 2003, comment on a pu gouverner de proximité? Comment on s'est intéressé au monde rural? Comment on s'est intéressé? Comment l'administration, dans son déploiement pour le service public, comment la gouvernance politique du pays a assuré la proximité? On s'est posé beaucoup de questions. Jusque-là, on a cru quand même que bon, l'élite politique est de bonne foi. Enfin, nous avons la loi sur la décentralisation. On a fait les premières élections communales. On s'est retrouvé avec une pyramide renversée. Bon, des gens ont débarqué dans les communes, sont devenus des conseillers, des maires, mais sans aucune légitimité venant de la base. Au forceps, en 2008, on a eu une élection en doublon. La première d'ailleurs à ce jour, l'élite politique n'a plus jugé utile ramener la démocratie à la base. Jamais. C'est des questions qu'on se pose. Cette élite politique, est-elle de bonne foi? C'est la démocratie commence à la base. C'est de bonne foi. On a commencé à poser des questions. Nous, on se pose des questions. Des gens ont pratiquement été étudiants à l'Université nationale du Bénin, pratiquement à taux forfaitaire, insignifiant, avec beaucoup de diplômes maintenant qu'ils ont. Certains déjà retraités, d'autres qui... Mais aujourd'hui, moi, je vous informe. Quand avec le LMD, vous faites pour le domaine où moi j'ai étudié, depuis le temps, quand vous venez jusqu'au niveau de la licence, pour faire un master, le master est censitaire. Pour résumer, ceux qui sont sur le campus prennent le cours de master. Sur 2 ans, le master est censitaire. Et on sait que c'est les universités qui fournissent les ressources humaines, c'est-à-dire dans les corps de justice, extrajudiciaire comme judiciaire. Mais depuis, c'est-à-dire vous avez un plafond de verre. C'est comme si même on en est arrivé, c'est-à-dire c'est comme s'il y a une élite et une classe sociale qui s'est établie et qui se reproduit par ses moyens et qui bloque l'autre classe sociale pour qu'elle n'accède même pas en réalité, c'est-à-dire au service public, serviteur, c'est-à-dire de l'État. Donc vous pouvez comprendre que parce que les concours pour accéder au métier extrajudiciaire et judiciaire, pour y accéder, le niveau, c'est pas du master. Et le master est censitaire. Nous avons comme devise fraternité, justice, travail. Où est la justice là? Où est la fraternité là? Et c'est vrai, quand on écoute aussi certains récits, on se rend compte que oui, la situation catastrophique du Bénin en 88, 89, 90, donc la catastrophe, c'est-à-dire se résumait aux fonctionnaires. Par rapport à eux, le Bénin était résumé. Mais il y avait un monde rural qui produisait, qui les nourrissait pendant la période de la rue. Pendant la période sensible, il n'y a pas de salaire. Le monde rural travaille, le monde rural a porté ce pays. Et pourquoi ce monde rural-là, dans les réformes de gouvernance, on ne s'est pas intéressé à lui. Je vous ai parlé tantôt de la gouvernance de proximité qui a disparu, à ceux qui n'est pas porté comme cela se devrait. Hein? Même de leurs enfants qui ont pu se battre. C'est-à-dire pour arriver à des niveaux à l'université, maintenant on leur dit, ben écoutez, vous ne pouvez pas accéder à des fonctions données. Restez où vous êtes, parce que la République n'est pas pour tout le monde, hein, c'est pour certains. Alors, nous on se pose des questions, on se demande, est-ce que vraiment l'agenda de 90, c'était pour la démocratie, l'état de droit? Malgré les prescriptions, malgré les dispositions dans la Constitution, on se pose des questions. Et quand on va plus loin, en cherchant des réponses à ces questions, on se rend compte que, mais oui, dans la foulée, effectivement, du multilatéralisme intégral, des acteurs majeurs qui ont contribué à tout ça. Et on a compris, est-ce que finalement, ce n'était pas l'agenda collectif qui était porté par une appellation d'un parti, voilà. Donc, est-ce que finalement, c'est-à-dire, c'était pas un rassemblement de libéraux qui se retrouvaient donc au Vivotin finalement, au détriment donc du rural. Les questions qu'on se pose et finalement on se dit bon, oui, 90, mais après, nous sommes nous sur le terrain au contrôle citoyen de l'action publique, nous sommes très proches, c'est-à-dire nous sommes à l'intérieur du pays, on n'a pas la chance d'être fonctionnaire dans un bureau, on n'a pas la chance d'avoir les moyens de l'État à disposition, on n'a pas d'échappe d'élus, parce que, et heureusement parce que il y a des gens qui ont des échappes d'élus avec des traitements, c'est-à-dire mirobolants, mais à qui tout échappe sur ce que nous on sait, monde rural, de l'intérieur du pays, monde rural.